À la famille actuelle. Il a levé son verre haut, presque théâtralement, et tout le monde a applaudi. Tous, sauf moi. Je me suis figé, le sourire suspendu, le cœur serré comme une nappe qu'on plie trop vite. La famille actuelle. Ces deux mots, anodins pour les autres, ont coupé net l'air dans mes poumons. C'était Marc, mon fils. Mon fils unique, assis en bout de table, la main de Claire dans la sienne, les yeux brillants sous la lumière du lustre. Il portait un pull rouge, celui qu'il met toujours à Noël. Sauf que cette année, la place à côté de lui, celle où je m'asseyais autrefois, était prise par sa belle-mère. Moi, j'étais relégué à l'autre bout de la table, près du buffet, entre la fenêtre et un enfant qui ne me regardait pas. Le toast a été suivi de rires, de tintements de verre, de baisers. Je les ai observés un à un, ces visages heureux, éclairés de chandelles. Claire, triomphante dans sa robe dorée. Les enfants, distraits, absorbés par leurs cadeaux. Et Marc, mon fils, celui que j'avais porté, élevé, soutenu, qui venait de m'effacer d'un simple mot. Actuel. Je ne me souviens plus de ce qu'ils ont dit ensuite. Je ne sentais plus la chaleur du feu, ni le parfum du rôti. Je voyais juste le reflet tremblant du sapin dans le verre à vin que je tenais, sans oser le poser. Tout ce que j'ai pu murmurer, pour moi seul, c'est « Alors l'ancienne, c'est moi ». Personne ne m'a entendu. L'après-midi avait été longue. Déjà, en arrivant, j'avais senti que quelque chose avait changé. L'entrée décorée avec goût, mais sans aucune des guirlandes que j'avais offertes l'année dernière. Le sapin, plus grand, plus froid, orné de boules argentées, aucun des petits sujets en bois que j'avais sculptés avec Paul n'y pendait. Claire m'avait accueilli avec son sourire impeccable. « Jeanne, tu es venue pile à l'heure. Installe-toi, on finit juste la cuisson. » Elle avait pris ma veste, sans me laisser le temps de dire bonjour à Marc. J'ai senti dans son geste ce ton qu'on réserve aux vieilles voisines, pas aux mères. À table, je n'ai pas reconnu mon propre menu. Fini le chapon et la bûche de ma recette. Place au saumon vapeur, à la mousse de mangue et aux assiettes modernes. Quand j'ai voulu féliciter Marc, il a ri doucement. « Tu vois, maman, Claire voulait un Noël plus léger, comme s'il fallait m'effacer pour qu'il puisse respirer. » Je me suis contentée de sourire. Je suis bonne élève dans la matière du silence. Depuis la mort de Paul, j'ai appris à m'effacer avec élégance. Mais à mesure que le repas avançait, l'air devenait plus dense. Je me suis surprise à écouter leurs conversations sans en faire partie. Ils parlaient de vacances, d'investissement, de la nouvelle école des enfants. Aucun mot pour moi, aucune question. À croire que j'étais une invitée de dernière minute, tolérée par habitude. Je coupais mon poisson en silence quand Claire a dit « L'année prochaine, on fera peu, être Noël ailleurs. Dans un chalet, ce serait plus pratique. » Marc a hoché la tête. « Oui, on a besoin de changement. Les traditions, ça peut étouffer parfois. » Puis, il a levé son verre. C'est là qu'il a prononcé la phrase. « À la famille actuelle. » Et le mot « actuel » a claqué dans ma poitrine comme une gifle. Pas de dispute, pas de regard hostile, rien d'ouvertement cruel, juste ce glissement lexical, doux, propre, fatal. J'ai regardé leurs mains s'entrechoquer, les verres se cogner, les rires éclater. Moi, j'ai reposé le mien. Le vin avait un goût de sel. Quand le dessert est arrivé, je n'avais plus faim. Je me suis levée, prétextant un peu de fatigue. Personne ne s'est opposé. Marc a juste dit, distrait. « Repose-toi, maman. On t'appellera pour les cadeaux. » Mais je savais déjà qu'il les ouvrirait sans moi. Dans le couloir, j'ai pris mon manteau lentement, pour ne pas faire de bruit. Sur la commode, il y avait une photo encadrée. E4, l'été dernier, sur la plage. Je m'y suis cherché du regard. Je n'y étais pas. Derrière le cadre, une inscription. Notre premier été en famille. J'ai senti mes doigts trembler. Je me suis assise sur le banc de l'entrée. Une odeur de cire et de cannelle flottait. J'ai fermé les yeux. Et dans ma tête, j'ai revu Paul, mon mari, décédé depuis 10 ans. Lui, il aurait compris. Il aurait su lire le poids de ce mot « actuel ». Je suis rentrée chez moi à pied, malgré le froid. La nuit était claire. Les lumières des maisons dansaient derrière les rideaux. J'entendais au loin des rires, des chansons, le tintement des verres.
J'avançais lentement, sans pleurer. Les larmes, à cet âge, ne coulent plus, elles s'infiltrent. En rentrant, j'ai allumé la lampe du salon. Sur la table, mon carnet vert m'attendait. Je l'ai ouvert et j'ai écrit, d'une main droite, précise. Et 24 décembre, mon fils apportait un toast à la famille actuelle. J'étais là, mais je n'en faisais plus partie. Le mot « actuel » n'est pas un adjectif, c'est un verdict. Je me suis relu plusieurs fois. Puis j'ai ajouté « ne rien dire ». Observer, écrire, la mémoire sera ma seule vengeance. La bougie sur la table s'est éteinte d'elle-même. Comme une conclusion, je me suis levée, j'ai ouvert les volets. Dehors, la neige commençait à tomber. Et je me suis dit, très doucement, qu'ils fassent Noël sans moi, mais qu'ils se souviennent que j'étais là, la dernière fois qu'ils ont dit « actuel ». Avant que le mot « actuel » ne me condamne au silence, il y eut tant de Noël où ma maison débordait de vie. J'en garde les images nettes, presque douloureuses, comme si la mémoire les avait polies à force d'y revenir. Je revois Paul, mon mari, allumer les guirlandes en maugréant contre les ampoules qui ne marchaient jamais. Il pestait, riait. Et moi, je lui disais « Tu grognes toujours, mais sans toi, le sapin n'a pas la même lumière. » Il répondait en m'embrassant le front. « C'est toi, la lumière, Jeanne. » Nous vivions simplement, mais avec cet art de rendre chaque détail précieux. Un ruban, une bougie, une assiette de faïence un peu fêlée, tout avait sa place, son histoire. Paul photographiait chaque Noël. Il disait que ces clichés serviraient à se souvenir quand la vie irait trop vite. Il avait raison. Aujourd'hui, c'est dans ces photos que j'habite encore. Le premier Noël de Marc reste gravé en moi comme une icône. Il avait 9 mois, une salopette rouge, les yeux ronds comme 2 billes. Paul avait fabriqué un petit traîneau en bois, grossier mais solide, qu'il traînait dans le salon en riant. J'étais fatiguée, couverte de farine à force de préparer la dinde et les biscuits. Mais je me souviens de ce moment précis. Marc tendant les bras vers moi, ses doigts pleins de sucre, et Paul disant doucement « Regarde-le, Jeanne. Il est déjà notre miracle. » Nous n'étions pas riches. Nos Noëls tenaient plus du cœur que du portefeuille. Mais tout était fait maison. Les guirlandes, les biscuits, les chants improvisés. Je cousais. Paul clouait. Marc décorait. Notre table n'était pas grande, mais elle suffisait à contenir tout l'amour du monde. Puis les années ont passé, et avec elles, la certitude naïve que rien ne changerait. Marc grandissait vite, trop vite. À 15 ans, il parlait déjà comme un adulte. Il voulait faire mieux que nous, voire plus grand. Paul en riait. Qu'il aille loin. C'est le but, non? Je hochais la tête, mais au fond, j'avais peur. Je savais qu'en allant loin, il finirait par nous laisser derrière. Le dernier Noël avant la mort de Paul fut le plus doux et le plus cruel. Paul était malade, mais il ne voulait pas qu'on le voie faiblir. Il avait tenu à préparer la bûche lui-même, en s'aidant d'une main contre le plan de travail. Je l'entends encore me dire, d'une voix un peu essoufflée, « Promets-moi, Jeanne, que tu continueras les Noëls, même sans moi. Les traditions, c'est ce qui nous garde vivants. » J'ai promis, et j'ai tenu parole. Peu, être trop longtemps. Après son décès, Marc avait 10 à 9 ans. Il m'avait juré. « Ne t'en fais pas, maman. Je serai là chaque Noël. On fera comme avant. » Et, la première année, il avait tenu parole. Je me souviens de lui arrivant avec Claire, sa nouvelle compagne, timide à l'époque. Elle m'avait aidé à découper la dinde, à dresser la table, à rire un peu. J'avais cru que l'histoire continuerait. Autrement, mais ensemble. Mais le temps use les promesses plus vite que le chagrin. Marc a eu des enfants, un métier, des obligations. Chaque année, il arrivait un peu plus tard, repartait un peu plus tôt. Et Claire, subtilement, prenait les commandes. Elle voulait faire plus simple, moderniser, changer un peu les traditions. J'ai laissé faire. Je croyais, en cédant, préserver l'unité. Un soir, elle m'a dit, sur un ton faussement léger, « Vous savez, Jeanne, les enfants aiment moins les vieux rituels. On peut adapter, non ?» Adapter. Je n'avais pas compris alors que c'était le mot poli pour remplacer. Peu à peu, mes recettes ont disparu. Les sujets en bois de Paul restaient dans leur boîte.
Ma nappe brodée ne sortait plus du placard. On m'a même soulagée du soin de préparer le repas. Tu as déjà assez donné, Jeanne. Laisse-nous faire. J'ai souri, comme toujours. Mais à l'intérieur, je sentais le vide s'élargir, un peu plus chaque année. Le dernier Noël avant celui du toast fut déjà une alerte. Claire avait choisi le thème blanc et argent. Elle avait demandé que tout soit cohérent. Je m'étais appliqué à emballer mes cadeaux dans du papier gris, à suivre ses codes. Mais quand j'ai posé mon petit paquet sur la pile, elle l'a déplacé discrètement, tout au fond, pour équilibrer la composition. Je me souviens avoir noté ce geste dans mon carnet le soir même. Noël, elle a déplacé mon cadeau pour équilibrer la photo. On efface d'abord les objets, ensuite les visages. Et pourtant, malgré tout cela, j'y suis retournée. Par fidélité, par habitude, par peur aussi. On finit par accepter l'humiliation comme une coutume quand elle est bien servie. Ce Noël-là, celui du toast, devait être comme les autres. Je m'étais levée tôt. J'avais mis ma robe bleue, celle que Paul aimait, et j'avais préparé des sablés pour les enfants. Je les avais emballés dans un petit panier en osier. Mais Claire avait ri gentiment. « Oh, c'est mignon, Jeanne, mais les enfants ne mangent plus trop de sucre. On fait attention. » Alors, je les avais posés sur le plan de travail, sans insister. Le soir, quand j'ai vu Marc lever son verre et dire à la famille actuelle, j'ai su que c'était la fin. Non pas d'un dîner, mais d'un monde. Celui où j'avais encore une place, même minuscule, dans leur cercle de lumière. Sur le chemin du retour, les souvenirs se bousculaient dans ma tête. Le petit traîneau de Paul, les biscuits au sucre, les rires de Marc enfant, et cette promesse, vieille de 20 ans. On fera toujours Noël ensemble, maman. Je me suis demandé ce qu'il restait d'un serment quand il n'y a plus personne pour s'en souvenir. Peut être juste cela. Une vieille femme qui marche dans la nuit, son carnet sous le bras, et qui se répète pour ne pas vaciller. Je n'ai rien perdu. Ce sont eux qui ont cessé d'avoir. Et en rentrant, quand j'ai relu mes anciennes notes de Noël, j'ai compris que la fracture ne datait pas de ce soir-là. Elle avait commencé le jour où j'avais cessé d'être la mémoire de la maison pour devenir un rappel gênant de ce qu'il n'était plus capable d'aimer. La simplicité. On croit toujours que la cassure arrive d'un coup, qu'elle s'annonce par un cri, une dispute, une porte claquée. Non, les véritables exclusions sont lentes. Elles se glissent dans les détails, comme la poussière entre les pages d'un livre qu'on n'ouvre plus. Je pourrais dater le commencement de mon effacement. C'était un dimanche de printemps. Marc m'avait appelé, sa voix légère. « Maman, on ne fera plus le déjeuner du dimanche toutes les semaines. Les enfants ont leurs activités. Tu comprends ?» J'avais répondu « Oui, bien sûr. » Toujours oui. Mais j'avais senti dans ce « on ne fera plus quelque chose d'irréversible ». Ce n'était pas un ajustement, c'était un retrait de territoire. Les petits signes ont suivi, réguliers, police, Claire qui oubliait de m'inviter à certains anniversaires. Les enfants qui ne m'appelaient plus « Mamie Jeanne », mais simplement « Jeanne ». Des photos de famille publiées sur les réseaux, sans moi. Des messages plus espacés, plus neutres. « On espère que tu vas bien. On est débordé, on t'appellera. » Je gardais tout, pas par obsession, mais par instinct de vérité. J'avais commencé à tenir un carnet, vert comme la couverture du vieux registre de Paul. Je l'appelais le cahier du réel. J'y notais les dates, les phrases, les gestes. Ce n'était pas une vengeance, c'était ma manière de ne pas devenir folle. 12 mars, Claire a demandé à Marc si j'avais encore toutes mes capacités. Elle a cru que je ne l'entendais pas. J'ai fait semblant de ne pas réagir. 25 avril. On m'a offert un abonnement à un service de repas livré, sous prétexte de m'aider. 3 mai. Ils ont voulu installer une caméra devant ma porte, pour ma sécurité. J'ai refusé. Ils ont insisté. J'ai ri, mais j'ai noté. Le rejet, chez eux, se voulait bienveillant. C'est ce qui le rendait insupportable. Tout était enveloppé de douceur, de soucis apparents. Claire savait manier cette forme de politesse glacée que certains appellent soin et qui n'est qu'un contrôle déguisé. Elle disait « Jeanne, il faut te ménager. » ou « Tu ne devrais plus monter sur l'escabeau, c'est dangereux à ton âge. »
Chaque phrase sonnait comme une caresse, mais piquait comme une aiguille. Marc, lui, essayait de temporiser. Il n'osait jamais contredire Claire. Il m'appelait moins, mais quand il le faisait, c'était pour des banalités. « Tu as vu le match ? Tu as bien reçu ton colis ?» Jamais pour demander « Comment vas-tu ?» Vraiment. Le jour où j'ai compris que j'étais devenue un sujet de conversation et non plus une interlocutrice, c'était un mercredi. J'étais arrivée à l'improviste pour apporter un gâteau aux enfants. J'ai sonné. Attendu. De derrière la porte, j'ai entendu la voix de Claire. « C'est ta mère. Dis-lui qu'on part dans 5 minutes. Je n'ai pas le temps. » Et Marc, hésitant, mais elle a fait le trajet. Justement, qu'elle apprenne à prévenir. Ils m'ont ouverte avec un sourire forcé. Leur appartement sentait le parfum d'ambiance. Pas la vie. J'ai posé le gâteau sur le plan de travail, gênée. Je passais juste dire bonjour. Claire a répondu « C'est gentil, Jeanne. Mais on file. On mange moins de sucre en ce moment. » Et elle a déplacé le gâteau de côté, sans le regarder. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que la politesse pouvait tuer plus sûrement qu'un mot cruel. Je l'ai écrit dans le carnet. La gentillesse froide, c'est une lame qui coupe sans bruit. Peu à peu, tout a pris cette teinte d'indifférence sucrée. Marc me parlait comme on parle à une stagiaire. « Tu as bien pris tes médicaments ? Tu as pensé à faire vérifier la chaudière ?» Je me sentais observée, réduite à ma fragilité supposée. Comme si le simple fait d'avoir vieilli m'avait fait passer du statut de mère à celui de mineur. Un jour, ils m'ont offert un smartphone plus pratique. Claire m'a dit « Comme ça, on pourra te géolocaliser. » Au cas où. J'ai souri. Mais à l'intérieur, j'ai entendu Paul murmurer « Ne signe rien, Jeanne. Laisse-les croire que tu ne comprends pas. » Alors j'ai joué leur jeu. J'ai fait la vieille dame distraite. J'ai accepté les cadeaux, les conseils, les visites spontanées, mais chaque soir, j'écrivais tout dans le carnet. Je bâtissais ma mémoire comme un dossier, pas pour le montrer pour m'y retrouver moi-même. Et puis il y eut cette conversation, anodine en apparence, où tout s'est cristallisé. C'était un samedi, au téléphone. Marc m'appelait en hâte. « Maman, tu sais, Claire pense qu'on pourrait alléger un peu tes comptes, t'aider à gérer tout ça, quoi. Tu as confiance en nous, non ?» Je me souviens de mon silence. J'ai répondu calmement. « Bien sûr, j'ai confiance, mais j'ai aussi un notaire. C'est plus simple, tu comprends. » Il a ri, gêné, toujours aussi méfiante. J'ai souri, sans qu'il le voie. Ce soir-là, j'ai ajouté une phrase dans le carnet. Ils confondent confiance et obéissance. Je ne leur en veux pas. Je me prépare. Le rejet, maintenant, avait une odeur. Celle du linge propre et des repas livrés, des bouquets de fleurs sans message, des visites rapides où l'on ne retire pas son manteau. Ils ne m'excluaient pas par violence, mais par désinfection. Comme si mon existence, pour continuer à les rassurer, devait devenir inodore, inoffensive, inerte. Alors j'ai commencé à ranger ma maison autrement, à classer mes papiers, à vérifier mes comptes, à relire les contrats. Je ne savais pas encore que ce réflexe deviendrait une arme. Je voulais simplement remettre de l'ordre dans mon monde avant qu'il ne me le confisque. Dans le silence du soir, je relisais mes notes, mes preuves, mes petites phrases recopiées mot pour mot. Et je sentais, au fond, naître quelque chose de neuf, non pas la rancune, mais la clarté. Une lumière intérieure, froide, presque apaisante. Le rejet, quand il est bien observé, finit par donner une force étrange, celle de voir sans colère. C'est là, dans ce calme lucide, que tout a vraiment commencé. Pas la vengeance, non. La reconstruction invisible. Ce que j'ai ressenti ce jour-là n'était pas de la colère. Pas encore. C'était cette sensation étrange qu'on éprouve quand quelque chose se brise doucement, sans bruit, à l'intérieur de soi. Un léger craquement qu'on est la seule à entendre. La goutte d'eau, la vraie, arriva un jeudi de septembre. Une journée banale, trop calme pour deviner qu'elle changerait le cours de ma vie. Je revenais des courses, les bras lourds, la pluie fine sur les épaules. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe beige portait le logo de ma banque. J'ai d'abord cru à un relevé ordinaire. Mais en l'ouvrant, mon cœur s'est serré. Confirmation de modification des ayants droit sur votre compte joint, Monsieur et Madame Marc Lemoine. J'ai relu la phrase plusieurs fois.
incrédule. Ce compte joint, il avait été ouvert avec Paul, 40 ans plus tôt. Nous l'avions gardé à mon nom après sa mort. Jamais je n'avais signé quoi que ce soit pour en changer la gestion. Et voilà qu'on m'informait d'une mise à jour administrative. Une mise à jour. Comme si ma vie, mon autonomie, pouvait être effacée d'un simple clic. J'ai appelé la banque. Une voix mécanique m'a mise en attente. Puis une employée m'a répondu. « Ah, oui, Madame Lemoine. Il y a eu un dossier transmis par votre fils. Un formulaire de procuration, signé. » Signé? Par qui? Eh bien, il est à votre nom. Mais la signature, elle hésitait. Je l'ai coupée. Envoyez-moi une copie, s'il vous plaît. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Je suis resté là, debout dans le couloir, l'enveloppe ouverte, les courses à mes pieds. Je ne savais pas encore si c'était une erreur ou une trahison. Mais quelque chose, au fond, me disait que la vérité serait plus laide que l'erreur. Le lendemain, j'ai reçu le document. Et là, plus aucun doute. Ma signature y figurait imitée, maladroitement, mais assez pour tromper un œil distrait. Le paraphe, la courbe, la pression du stylo, tout sonnait faux. Et sous mon nom, celui de Marc, net, assuré. Je me suis assise. J'ai observé la feuille longuement, sans un mot. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti ce calme glacial que je reconnais maintenant. Celui des grandes trahisons. Ce silence intérieur qui précède les décisions. Je n'ai pas appelé Marc. Je n'ai pas hurlé. Je me suis simplement levée, suis allée chercher mon carnet vert, et j'ai écrit « Jeudi, 14 septembre. Ils ont signé à ma place. Le rejet est devenu administratif. La dépossession commence par une procuration. » Puis j'ai ajouté, en lettres capitales, ne rien dire, observer, préparer. Le soir, j'ai relu mes notes des mois précédents. Tout y était déjà, comme les symptômes avant la maladie. Les repas annulés, les remarques sur ma mémoire, les papiers simplifiés, les invitations manquées. Ils avaient commencé à m'effacer doucement. Et maintenant, ils passaient à l'acte. Pas de violence, juste un transfert de signature, comme on change le nom sur une boîte aux lettres. Je me suis sentie vieille. Oui, mais lucide. Et dans cette lucidité, il y avait une étrange puissance. On ne m'avait pas encore tout pris. Il me restait mon intelligence et ma mémoire. C'est plus que ce que possèdent ceux qui trichent. Le lendemain, je suis allée à la banque. La directrice, une jeune femme nommée Madame Lefebvre, m'a reçue sans me faire attendre. Je lui ai montré le document. Elle a froncé les sourcils. C'est une signature douteuse, en effet. Et votre fils a insisté pour que la modification soit rapide. Vous confirmez que vous n'avez rien signé? Rien. Pas une ligne. Elle a soupiré. Je vais geler immédiatement la demande. Vous recevrez une confirmation écrite, et je vais signaler cette anomalie. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Madame Lemoine, il faut être prudente. Vous êtes encore pleinement capable, mais certains essaient de simplifier les choses à leur façon. Je lui ai souri. Simplifier. C'est un mot dangereux, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Le plus dangereux de tous. Je suis rentrée chez moi, épuisée mais sereine. J'avais repris la main. Et j'avais trouvé une alliée. Quelques jours plus tard, Marc m'a appelé. Sa voix se voulait détendue, mais je sentais la tension derrière chaque mot. « Maman, la banque m'a dit que tu avais bloqué le dossier. C'était juste pour t'aider, tu sais. » M'aider à quoi? À gérer les papiers. À anticiper. À éviter les complications. Les complications? Je l'ai laissé parler. Il a continué. Claire pense que tu te fatigues trop. On voulait juste alléger tout ça. C'est toi qui t'emballes. Et ma signature sur le document, c'est moi aussi qui l'ai emballé? Un silence. Puis, d'une voix sèche, tu dramatises. Non, Marc. Je note. Et j'ai raccroché. Je me suis sentie légère, étrangement, parce qu'à cet instant précis, j'ai su que je ne pouvais plus rien sauver de notre lien tel qu'il était. Mais qu'à la place, je pouvais sauver ma vérité. Le soir, j'ai sorti le dossier gris où je rangeais mes papiers les plus importants. J'y ai ajouté une nouvelle chemise. Fraude familiale. À l'intérieur, j'ai glissé le document falsifié, la lettre de la banque et une note manuscrite.
Ce n'est plus une affaire de sentiment, c'est une question de droit. J'ai préparé une enveloppe pour Maître Delaunay, mon avocat. Le lendemain, je lui ai écrit « Cher maître, je crains que mon fils ait entrepris des démarches sans mon consentement. Je souhaite faire consigner les faits. Je vous joins les copies. J'aimerais que tout reste discret. » Il m'a appelé le jour même. « Vous avez bien fait, Madame Lemoine. Ces situations sont plus fréquentes qu'on ne croit. Nous allons établir une main courante, puis vérifier l'ensemble de vos contrats. Je vais aussi prévenir votre notaire. Il ne faut plus rien signer sans double témoin. » Sa voix était calme, ferme. Elle m'a redonné confiance. Ce soir-là, je me suis endormie pour la première fois sans sentir la peur dans ma gorge. Le lendemain, j'ai reçu un message de Claire. « Marc m'a dit que tu avais fait un scandale à la banque. » « C'est triste, Jeanne. On voulait juste être sûr que tout allait bien. Tu ne te rends pas compte du stress que tu nous causes. » Je n'ai pas répondu. Mais j'ai copié, collé le message dans mon carnet, et j'ai ajouté « Il me vole ma place, puis me reproche le désordre. » Le vent soufflait fort ce soir-là. Les branches du lilas frappaient contre la vitre. Je me suis approchée, j'ai ouvert les volets, et j'ai murmuré dans la nuit « Paul, je n'ai plus peur. Cette fois, c'est moi qui tiens la plume. » Je venais de comprendre que la trahison n'était plus morale, elle était juridique, et qu'à partir de là, tout devait être consigné, daté, signé par moi seul. Les nuits qui ont suivi cette découverte n'ont pas eu de sommeil. Je ne dormais plus vraiment, je dérivais. Entre les draps froids, je revivais chaque mot, chaque regard, chaque geste que j'avais naïvement cru anodin. Et tout, soudain, prenait un autre sens. La trahison, je l'ai compris, ne s'annonce jamais en criant. Elle se prépare dans le confort du quotidien, sous le masque du souci pour ton bien. Je l'avais laissé faire. Par fatigue, par tendresse, par peur d'être difficile, j'avais cru qu'aimer, c'était céder. Je me trompais. Aimer, c'est protéger, et je ne m'étais pas protégée. Une nuit, incapable de trouver le repos, je me suis levée. La maison était silencieuse, baignée d'une lumière bleue qui venait du dehors. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le carnet vert. Les pages bruissaient comme des feuilles d'hiver. Je les ai relues une à une. Chaque ligne était une miette du fil perdu. Ils disent que je me répète. Ils veulent installer une caméra. Ils ont signé à ma place. Des preuves, oui. Mais surtout, des aveux. Les miens. La confession d'une femme qui s'était tue trop longtemps. Je me suis revue des années en arrière, jeune veuve, encore pleine d'élan. Je me croyais forte. Mais la solitude est un acide lent. Elle ronge sans faire de bruit. Petit à petit, j'avais accepté qu'on parle pour moi, qu'on décide à ma place, qu'on s'occupe de tout. J'appelais cela de la gentillesse. C'était du grignotage. Je me suis alors levée et pris la boîte de Paul. Cette boîte en fer qu'il gardait dans le tiroir du bureau, pleine de papiers et de lettres. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des photos, des carnets et une enveloppe jaunie sur laquelle il avait écrit « À Jeanne, si jamais tu doutes ». Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. La lettre était courte, son écriture ferme. « Ma Jeanne, si un jour tu doutes de toi, souviens-toi que tu as toujours su distinguer la lumière du faux éclat. Ne laisse jamais personne t'expliquer ta vie mieux que toi-même. Laisse-les parler, mais écris, note, garde, trace. Ce que tu écriras deviendra ton refuge, et peut être ta justice. » Je suis restée longtemps à regarder cette lettre, les larmes brouillant les mots. C'était comme s'il m'avait vue d'avance, comme s'il m'avait laissé une boussole pour le naufrage. Je l'ai posée sur la table, à côté de la bougie, et j'ai compris. Je ne pouvais plus compter sur Marc, ni sur Claire, mais je pouvais compter sur moi, et sur ce que Paul appelait la vérité écrite. À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à m'organiser. Pas encore pour agir, mais pour comprendre, ordonner, anticiper. J'ai repris mes carnets. J'ai tout relu depuis le début. Je traçais des flèches, des dates, des liens. C'était mon enquête, ma reconstruction. Je voyais le mécanisme se dessiner. Les petits oublis, les procurations simplifiées, la tutelle suggérée. Tout était cohérent. Rien d'accidentel. Ils avaient commencé par la tendresse, puis par la condescendance, avant de passer à l'administration.
C'est toujours ainsi que meurent les mères. D'abord déclassées sentimentalement, puis légalement. Un soir, j'ai ressorti mes vieux classeurs d'archives factures, contrats, testaments, assurances. Je les ai étalés sur la table comme un champ de bataille. C'était ma vie sur papier, ma maison, mes économies, mes volontés. Et j'ai noté, en rouge, sur la première page: je refuse la simplification. Je choisis la clarté. Je ne voulais plus subir. Je voulais comprendre. Alors j'ai commencé à relire chaque document comme si je ne me connaissais pas, comme si je devais défendre une inconnue. C'était exactement cela. Je devais défendre Jeanne, la femme que j'étais avant qu'on ne la réduise à un âge. Les jours suivants, j'ai changé mes habitudes. Je me levais tôt, je rangeais, je classais, j'écrivais, je notais les heures de mes appels, le contenu des messages, les gestes suspects. Mais surtout, je notais mes émotions. Parce que la vérité ne tient pas seulement dans les preuves. Elle se cache aussi dans les frissons qu'on ressent quand quelque chose sonne faux. 14 octobre, Claire a proposé de réunir les comptes pour plus de visibilité. Je me suis surprise à sourire poliment, mais j'ai senti le froid dans sa phrase. 15 octobre, Marc a parlé de vendre la maison de campagne. « Elle te fatigue », qu'il a dit. « Non, c'est eux qui me fatiguent. » Chaque ligne était un acte de résistance, une manière de reprendre la main sur ma propre narration. Je n'étais plus seulement celle qu'on observe, j'étais celle qui observe. Le soir, je relisais les notes de Paul. Il y avait une phrase, simple, que j'ai recopiée sur une feuille blanche et accrochée au-dessus du bureau. Tenir, ce n'est pas se raidir, c'est rester droite au milieu du pli. Je la lisais chaque matin avant d'allumer la radio. C'était ma devise. Je me suis aussi surprise à repenser à mon enfance, à ma mère, qui répétait toujours « Une femme doit savoir écrire ce qu'elle n'a pas le droit de dire ». Je n'avais jamais compris la portée de cette phrase. Maintenant, oui. Écrire, c'est laisser une trace que personne ne peut falsifier. Une nuit d'octobre, j'ai fait un rêve étrange. J'étais assise à la table du premier Noël, celui de Marc bébé. Paul riait, le feu brûlait fort. Les guirlandes clignotaient. Mais sur la table, au milieu des assiettes, il y avait un grand carnet vert. Je l'ai ouvert, et toutes les pages étaient blanches. Paul m'a regardé et a dit « C'est à toi de l'écrire maintenant ». Je me suis réveillée en sursaut, et j'ai compris que la peur s'était dissipée. Il ne restait plus que la lucidité. Dès lors, j'ai pris une décision. Ne plus leur parler de rien, ne plus me justifier. Le silence serait mon terrain. Et la loi, mon allié. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Delaunay. Je n'allais pas encore tout lui révéler. Je voulais d'abord savoir ce que la justice pouvait protéger discrètement, proprement. J'ai noté sur mon carnet avant de partir. Je ne me bats pas contre mon fils. Je me bats pour la mère qui l'a oublié. En sortant de chez moi, j'ai refermé la porte doucement. Il pleuvait. L'air sentait la terre mouillée et la décision. Sur le chemin du cabinet, je me suis surprise à sourire. Ce n'était pas un sourire de vengeance, mais de retour à soi. Je savais que le plus dur restait à faire. La préparation. Mais au moins, je n'étais plus la victime endormie d'un dîner de Noël. J'étais devenue la gardienne de ma propre justice. Et je me suis dit, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas tout perdu. J'ai retrouvé ma voie. Il y a une forme de paix étrange dans l'organisation. Quand on a trop pleuré, trop espéré, le seul remède, c'est la précision. Les chiffres, les signatures, les dates, ils ne trahissent pas. Je me suis donc levée un matin de novembre avec une idée claire. Reprendre le contrôle sans bruit, ne plus subir, ne plus expliquer, ne plus demander, simplement faire, pas pour les punir, mais pour me protéger de leur façon d'aimer à ma place. Je me suis habillée comme pour un entretien, manteau long, carnet vert dans le sac, et ce stylo plume que Paul m'avait offert l'année de nos noces d'argent, le même avec lequel j'avais signé l'acte d'achat de notre maison. Je l'ai pris comme un talisman. La première étape fut la banque. Madame Lefebvre, la directrice, m'a accueillie avec un regard qui en disait long. « J'ai tout reçu de Maître Delaunay », m'a-t-elle dit doucement. « Nous avons bloqué les anciens accès et supprimé la procuration. Tout est désormais à votre nom seul. » Je l'ai remercié. Puis j'ai ajouté « J'aimerais ouvrir un autre compte, séparé, personnel,
et transféré une partie de mes économies dessus. Elle a hoché la tête sans poser de questions. Bien sûr. Nous l'appellerons compte personnel de gestion autonome. J'ai signé. Chaque trait de stylo était un coup de ciseau dans la toile invisible qu'il tissait autour de moi. Avant de partir, elle m'a tendu une feuille. Ce sont les relevés des 6 derniers mois. Vous devriez les garder précieusement. Si jamais vous avez besoin d'attester d'une manipulation, tout y est. Je l'ai rangé dans le dossier gris. Et, avant de sortir, elle m'a glissé à voix basse. Vous savez, Madame Lemoine, la vraie indépendance commence souvent le jour où les autres la trouvent inquiétante. Je lui ai souri. Alors je suis déjà libre. La deuxième étape, c'était le notaire. Maître Perrault, le successeur de celui de Paul. Un homme calme, au regard lucide, qui ne s'étonne de rien. Je lui ai tout expliqué. La procuration falsifiée, le dossier bancaire, le climat étouffant. Il a pris des notes sans m'interrompre. Puis il a dit « Nous allons revoir votre testament, Madame Lemoine, et surtout, établir une clause de protection. Tant que vous êtes lucide, personne ne peut agir sans votre accord. C'est la loi. Et s'ils tentent de contester, alors ils devront prouver votre incapacité. Et à vous voir, je doute qu'ils y arrivent. » J'ai ri. Un rire clair, presque jeune. Il m'a tendu un dossier. Je vais aussi vous conseiller un mandat de protection future. C'est vous qui désignez qui s'occupera de vos affaires si un jour vous en êtes empêché. Mais vous pouvez stipuler que cette personne ne soit pas un membre de votre famille. Faites-le, ai-je dit aussitôt. Je veux que ce soit vous, Maître Perrault. Il a acquiescé. Et pendant qu'il rédigeait, j'ai observé sa main, régulière, ferme, une main d'homme qui écrit pour durer. Avant de partir, il m'a dit « Vous savez, Jeanne, les familles s'attaquent souvent à ce qu'elles ne comprennent plus. Et ce qu'elles ne comprennent plus, c'est la liberté. » Je suis sorti du cabinet avec un léger vertige. Mais ce n'était plus de la peur, c'était de la fierté. J'avais désormais un mur juridique, solide, entre eux et moi. De retour chez moi, j'ai étalé mes papiers sur la table. 3 piles distinctes. Bleu tout ce qui relevait de la banque. Grise les documents légaux. Testament, mandat, contrat. Verte mes carnets, mes preuves, mes notes. J'ai écrit en haut d'une feuille blanche. Plan de sauvegarde personnelle décembre. Puis j'ai détaillé. Ligne après ligne. Étape 1. Changer les codes d'accès bancaire. Étape 2. Transférer les factures et abonnements à mon nom seul. Étape 3. Mettre le bail de la maison à jour avec mention propriété exclusive. Étape 4. Prévenir Maître Delaunay de chaque mouvement. Étape 5. Ne jamais répondre directement aux messages de Marc ou Claire sur les affaires, seulement par courrier daté. Je me suis senti à la fois stratège et sage. J'avais cessé d'être la mère qui pardonne. J'étais devenue la femme qui prévoit. Quelques jours plus tard, Marc m'a appelé. Il devait sentir que quelque chose lui échappait. « Maman, j'ai vu que tu avais bougé des choses à la banque. C'est quoi encore? Tu te méfies de nous ?» Je me suis forcée à sourire, bien qu'il ne puisse pas le voir. « Je ne me méfie pas, Marc. Je m'organise. Ce n'est pas pareil. Mais tu compliques tout. » « Non, je clarifie. Et la clarté dérange ceux qui préfèrent le brouillard. Silence. Puis il a raccroché sans un mot. Je l'ai noté dans le carnet vert. 20 novembre. Il a raccroché. Le pouvoir change de camp quand l'autre perd le confort de l'ombre. Les semaines suivantes furent remplies de démarches. Je suis allé à la poste pour transférer mon courrier vers une boîte privée. J'ai changé le code de ma porte d'entrée. Et j'ai pris rendez-vous avec une psychologue légale que Maître Delaunay m'avait recommandée pour obtenir un certificat attestant de ma lucidité et autonomie. Elle m'a observé longuement, puis m'a dit en souriant « Vous êtes plus lucide que ceux qui vous accusent de ne plus l'être. Je vous ferai un rapport sans ambiguïté. » Je l'ai remercié. C'était un papier de plus, mais c'était surtout un bouclier. Je savais qu'un jour, il tenterait de faire valoir que j'étais fatiguée. Alors je préparais la preuve inverse, froide, datée, indiscutable. Un soir, en classant mes papiers, j'ai retrouvé une photo. Marc, enfant, sur les genoux de Paul. Ils riaient tous les deux, la bouche ouverte, la lumière de décembre sur leurs visages. Je me suis assise, la photo entre les doigts. Je n'ai pas pleuré.
J'ai juste murmuré. Je t'aimais trop pour voir venir ça. Puis j'ai glissé la photo dans le carnet, entre 2 pages de notes. C'était mon rappel. Se défendre n'efface pas l'amour, mais empêche qu'il serve d'arme contre soi. Décembre approchait. Les vitrines se remplissaient de décorations, de musique sucrée. Je savais qu'il préparerait encore un dîner, peut être sans moi cette fois. Et curieusement, cette idée ne me blessait plus. Elle me libérait. Je n'avais plus besoin de place à leur table. J'avais enfin repris la mienne, ici, chez moi, face à mes papiers et à ma vérité. Avant de me coucher ce soir-là, j'ai ouvert le carnet vert. J'ai écrit, lentement, comme une promesse. Décembre. J'ai cessé d'attendre qu'ils me voient. Maintenant, c'est moi qui les regarde. Et la justice n'aura pas besoin de crier. Elle portera ma signature, je n'avais pas besoin de les affronter. La vérité, quand elle est bien écrite, finit toujours par frapper à la bonne porte. Et ce matin-là, c'est eux qui sont venus. C'était le 12 décembre. Il faisait un froid sec, ce genre de froid qui rend les visages plus durs. J'étais dans ma cuisine, en train de classer mes papiers, quand la sonnette a retenti. Marc et Claire, sur le pas de la porte, les traits tirés. Leur voiture encore chaude fumait dans l'allée. « Maman, il faut qu'on parle », a dit Marc d'une voix tendue. Je me suis effacée pour les laisser entrer. J'avais déjà deviné de quoi il s'agissait. Quand on dérange les calculs, on finit toujours par convoquer la conversation familiale. Claire s'est assise sans qu'on l'y invite, le dos droit, son sac posé devant elle comme un dossier. Marc s'est tenu debout, mal à l'aise. Je me suis installée face à eux, calme, le carnet vert sur la table. « On a reçu une lettre du notaire », a commencé Claire. « Tu as tout changé. Les comptes, la maison, le testament. Pourquoi ? Parce que c'est à moi, ai-je simplement répondu. Mais on voulait t'aider. Tu exagères tout. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert mon carnet et tourné quelques pages. Marc soupira, excédé. « Maman, ce n'est pas contre toi. C'est pour éviter les complications, tu le sais. » Je l'ai regardé dans les yeux. La seule complication ici, c'est le mensonge. Je lui ai tendu une feuille, la copie du document falsifié, celui qu'il avait signé à ma place. Il a pâli. Claire a voulu parler, mais je l'ai interrompu. « Ne dis rien, Claire. Les banques ont déjà vérifié. La signature a été contestée, et mon avocat a fait consigner le tout. » Un silence dense s'est abattu sur la pièce. On aurait entendu tomber une épingle. Marc s'est assis à son tour, la tête basse. « Tu crois qu'on voulait te voler ? » ?»« Non, » ai-je répondu. « Je crois que vous vouliez me posséder sans le dire. » Je n'avais pas haussé la voix. Mon ton était celui d'une sentence douce, irrévocable. Claire s'est levée brutalement. « C'est absurde. On passe pour des monstres à cause de ton avocat. Tu veux nous faire honte ?» Je l'ai regardé longuement avant de répondre. « Je ne veux rien vous faire. Vous vous êtes fait tout seul. » 3 jours plus tard, nous étions tous convoqués chez le notaire. Maître Perrault avait tenu à ce que la discussion soit formelle. La pièce sentait la cire et le cuir ancien. Il y avait cette solennité des lieux où la vérité prend un ton administratif. Il a commencé d'une voix neutre. « Nous sommes ici pour confirmer la validité du testament de Madame Lemoine et la répartition de son patrimoine selon les clauses révisées. » Marc s'est remué sur sa chaise. Claire, raide, fixait le bureau. Comme vous le savez, Madame Lemoine a souhaité conserver la pleine gestion de ses biens. Un mandat de protection future a été signé. Les droits de procuration sont annulés. Et les modifications de comptes précédentes ont été jugées frauduleuses par la banque. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits. Je ne disais rien. Je regardais le dossier gris posé devant moi. Il y avait dedans toute ma reconstruction, toutes mes preuves, ma patience devenue solide comme une charte. Marc a murmuré. « Maman, c'est humiliant. » Maître Perrault a levé les yeux par-dessus ses lunettes. « L'humiliation n'est pas de constater la loi, monsieur, mais de l'avoir méprisée. » Claire a rougi. J'ai baissé le regard pour éviter de croiser le sien. Je ne voulais pas savourer leur chute, seulement constater la fin de l'usurpation. Pour conclure, ajouta le notaire, toute décision concernant Madame Lemoine nécessitera désormais sa signature exclusive. Et en cas de contestation, le tribunal statuera sur base des documents déjà déposés. Il a fermé le dossier d'un geste sec.
C'est tout. Je me suis levée. J'ai remercié Maître Perrault d'un signe de tête. Et, sans un mot pour Marc ni pour Claire, je suis sortie. Sur le trottoir, le vent m'a giflé d'un froid vif. Mais c'était une gifle d'air pur, d'espace retrouvé. Le lendemain, un message de Marc m'attendait. « Tu nous as ridiculisés. Claire veut couper les ponts. Tu as gagné. Bravo. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, une phrase unique. « Je n'ai rien gagné, Marc. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. Moi-même. » J'ai ensuite imprimé la conversation et l'ai glissée dans mon carnet vert. Section « Épilogue de la manipulation ». J'ai ajouté en marge. Ils confondent la défaite et la vérité. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie sur la table, à côté de la photo de Paul. Je lui ai parlé tout bas. Le piège s'est refermé. Mon amour. Mais pas sur moi. Sur leurs mensonges. Tu aurais été fier de la manière. Sans cri, sans vengeance. Juste la loi et la lumière. Le calme est revenu. Profond. J'avais le sentiment d'avoir fermé une boucle. Non pas une victoire bruyante, mais une rectification du monde. Je n'ai jamais aimé le mot « justice » trop sec, trop masculin. Ce que j'avais fait, ce n'était pas réclamer. C'était remettre chaque chose à sa juste place. Eux, dans leur monde d'images et de mots creux. Moi, dans ma maison, avec mes papiers, ma mémoire et mes carnets. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier du tribunal. Affaire Lemoine C. Lemoine classement sans suite. En dessous, cette phrase. Aucune altération du discernement n'a été constatée. Je l'ai lu à voix haute, lentement, comme un psaume. Puis j'ai glissé la feuille dans le dossier gris. J'ai écrit au crayon. Et 12 décembre. La loi a parlé à ma place. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais je n'étais pas agitée. Je restais éveillée pour le plaisir d'entendre la maison respirer librement. Sans menace, sans inquiétude, sans intrusion. Le piège s'était refermé. Oui. Mais le plus beau, c'est qu'il ne s'était même pas rendu compte que c'est moi qui l'avais tissé. Avec des papiers, des mots et un silence bien tenu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans verrouiller la porte. Les nouvelles mauvaises voyagent toujours plus vite que la vérité. 3 jours après l'audience chez le notaire, tout le quartier savait. Les voisins saluaient, avec cette curiosité embarrassée qu'on réserve aux gens courageux, un mot poli, pour dire « victime d'un scandale discret ». Mais je n'avais pas honte. J'avais seulement froid. Un froid intérieur, celui qu'on ressent après un séisme. Tout est à sa place, mais plus rien n'est pareil. Je ne m'étais pas attendue à ce que la fracture soit si nette. Marc ne m'appelait plus. Claire m'avait bloqué sur son téléphone. Elle, la reine des apparences, ne supportait pas l'idée qu'on puisse murmurer qu'elle avait forgé une signature. Même Lise, ma petite fille, avait disparu des appels vidéo. J'imaginais sans peine les discussions à table, les mots tordus, les silences lourds. Le récit officiel devait être déjà prêt. Maman a tout compliqué. Elle s'est fait influencer. C'est triste à son âge. J'étais redevenue une ombre commode. La vieille dame obstinée, incomprise, un peu dérangeante. Mais l'ombre, quand elle se déplace, finit par éteindre les faux soleils. Les semaines suivantes, j'ai senti la distance se durcir. Leur silence n'était plus de la gêne. C'était une punition. Aucune visite, aucune carte, même pour mon anniversaire en janvier. Les fleurs que je recevais venaient désormais de la voisine, pas de ma famille. Et pourtant, je n'ai pas cherché à les recontacter. Je savais que tout mot, toute tentative serait retourné contre moi. J'ai choisi le calme, un calme absolu, presque minéral. Je vivais selon un rituel simple. Thé du matin, promenade, rangement, écriture. Chaque jour, je constatais le même miracle discret, j'allais mieux. Je ne tremblais plus en ouvrant la boîte aux lettres. Je n'attendais plus les messages. La solitude, à force de patience, était devenue ma respiration. Un après-midi de février, Lise a frappé à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle se tenait là, sur le seuil, hésitante, les joues rougies par le froid. « Papa ne voulait pas que je vienne », a-t-elle dit. Mais j'ai pris le train toute seule. Je l'ai serrée contre moi, sans parler. Nous avons bu un chocolat chaud, assise près du poêle.
Elle observait la maison comme si elle redécouvrait un lieu familier. « C'est calme ici. » a-t-elle murmuré. « Oui, trop, parfois. » Elle a souri. « Papa dit que tu es fâchée contre nous. » « Non, ma chérie. Je ne suis plus fâchée. Je suis juste lucide. » « Lucide ? Ça veut dire que je vois les choses comme elles sont, sans les détester. » Elle a réfléchi longtemps avant de dire. « Moi, je crois qu'ils ont eu peur. Peur que tu partes avant eux. Alors ils ont voulu t'attacher. » Je l'ai regardée, bouleversée. Cet enfant voyait déjà plus clair que son père. En partant, elle m'a laissé une petite carte. Un dessin d'elle et de moi sur la plage. En bas ces mots. « Famille, c'est celle qui se regarde dans les yeux sans se mentir. » J'ai rangé la carte dans mon carnet vert. C'était la plus belle preuve que la transmission n'avait pas été interrompue. Le mensonge s'était arrêté à leur génération. Pendant ce temps, le monde extérieur continuait de tourner. Marc, paraît-il, avait été mis à l'écart dans son entreprise après une histoire embarrassante de gestion. Claire, elle, avait quitté son poste de communication, épuisée, en burn-out. Je n'ai pas cherché les détails. Je savais seulement que leur château d'apparence se fissurait. Pas par ma faute, par la leur. Un jour, j'ai croisé Madame Lefebvre, la directrice de banque, sur le marché. Elle m'a dit doucement « Votre fils est passé. Il voulait récupérer un duplicata de relevé. » Je lui ai expliqué que c'était impossible. Il n'a pas insisté. Il avait l'air vide. « Oui », ai-je murmuré. C'est ce qui arrive quand on perd le contrôle. On découvre le vide. Je suis rentrée avec un panier de pommes et le sentiment que la roue tournait, sans que j'aie eu besoin de la pousser. Les journaux parlaient déjà du printemps. Je passais mes journées à écrire et à ranger la maison. Chaque objet reprenait son sens. Le fauteuil de Paul, les carnets, les vieilles photos. Je ne les regardais plus avec nostalgie, mais avec gratitude. Tout ce que j'avais construit, malgré les blessures, m'appartenait encore. Et puis, un matin, une lettre, l'écriture hésitante de Marc. « Maman, j'ai beaucoup pensé à tout ça. Tu avais raison. On a voulu aller trop vite, croire qu'on savait mieux que toi. Je ne sais pas si tu veux me revoir. Je le comprendrai. Mais sache que j'ai honte et que je t'aime, même si je l'ai très mal montré. » J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sauté de joie. J'ai juste posé la main dessus, longtemps, en silence. Ce n'était pas le pardon. C'était la reconnaissance enfin. Je lui ai répondu quelques jours plus tard, d'une écriture calme. « Marc, je ne t'en veux plus, mais je ne reviendrai pas en arrière. Ce que vous avez brisé ne se répare pas, ça se comprend et ça s'accepte. Je vais bien, et c'est déjà beaucoup. Ta mère. » Les mois ont passé ainsi, dans un équilibre nouveau. Je ne m'étais pas réconciliée avec eux, pas vraiment, mais j'avais retrouvé ma place, celle d'une femme seule, libre, qui n'a plus besoin d'être invitée pour exister. Le village, peu à peu, est devenu ma famille. Les voisins m'invitaient à dîner. La boulangère m'appelait la résistante tranquille, un surnom que j'acceptais avec un sourire. Je donnais des cours de lecture à des enfants, le mercredi après-midi. Parfois, je leur racontais des histoires. Jamais la mienne, mais toujours celle où une femme retrouvait sa voix. Je vivais à nouveau, sans fierté ni amertume, simplement, pleinement. Un soir de mars, alors que je rangeais mes papiers, j'ai ouvert le dossier gris une dernière fois. Tous les documents étaient là, classés, datés. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit en haut « Clôture du dossier. Tout est en ordre. » Puis j'ai ajouté « Au crayon. » Ils ont perdu la main sur moi, mais j'ai retrouvé la mienne. J'ai refermé le dossier, soufflé la bougie et regardé par la fenêtre. Le vent faisait bouger doucement les branches du lilas. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie de dire « merci ». Pas à eux, non. À moi, à celles qui avaient su rester debout sans bruit, à celles qu'ils avaient sous-estimées. Je suis partie un matin d'avril, sans drame, sans valise de trop, sans lettre laissée sur la table. J'ai fermé la porte derrière moi avec ce geste lent et conscient qu'on réserve aux pages qu'on ne rouvrira plus. La clé a tourné sans bruit, comme si la maison elle-même acceptait ma décision. Je n'ai pas fui, j'ai simplement changé de direction. Il y a une nuance que seuls les survivants comprennent.
Mon nouveau refuge se trouvait à Saint-Briac, un petit village côtier où Paul et moi venions parfois marcher jadis. Une maison blanche, simple, entourée d'un jardin de lavande et de pierres. Du balcon, on voyait la mer. C'est là que j'ai décidé de recommencer. Les premiers jours furent étranges. On croit qu'on saura savourer la liberté, mais au début, elle pèse. Le silence paraît trop grand, les habitudes se cherchent. Je me réveillais à l'aube, persuadée d'avoir oublié quelque chose, puis je me souvenais. Non, plus personne ne m'attend, plus personne ne me surveille. Je préparais mon café, ouvrais les volets sur la mer, et je restais de longues minutes à regarder la lumière se lever sur l'eau. La solitude, peu à peu, cessait d'être une absence pour devenir une présence. Elle avait une odeur de sel et de vent. J'ai repris l'écriture, non plus pour consigner les preuves, mais pour raconter ce qui guérissait. Mon carnet vert, usé par les années, s'est transformé en journal de renaissance. Les pages ne parlaient plus de date ni de signature, mais de sensations. 3 mai. J'ai marché jusqu'au port. Le vent était fort, mais j'ai tenu debout. C'est la première fois depuis longtemps que je me suis sentie légère. 7 mai. J'ai ri avec une inconnue à la boulangerie. Un vrai rire, pas un réflexe. 15 mai. J'ai cuisiné pour moi seule, sans nostalgie. Le goût du thym m'a rappelé Paul, mais sans douleur. Chaque mot était une petite victoire. Le village m'a adoptée comme on adopte une vieille maison, avec patience et curiosité. Les gens ici ne posaient pas de questions, mais ils regardaient dans les yeux. Le poissonnier m'appelait la dame au carnet. La libraire, Solange, a vite remarqué mes visites régulières et m'a proposé d'animer un petit atelier d'écriture pour les retraités. Au début, j'ai refusé, mais elle a insisté, doucement. Vous avez la voix de quelqu'un qui sait remettre les phrases à leur place. Les autres ont besoin de ça. Alors j'ai accepté. Tous les jeudis, dans l'arrière-boutique, nous étions 6. Des femmes surtout. Des veuves, des divorcées, des invisibles. On écrivait sur les souvenirs, les silences, la dignité. Et sans s'en rendre compte, chacune réparait un peu de sa propre histoire. Un jour, après un atelier, une femme nommée Marianne m'a dit « Votre manière de parler du silence, c'est comme une prière. » J'ai répondu en souriant « Non, c'est une habitude de survie. » Le soir, je rentrais à pied, les mains pleines de sel et d'encre. Je faisais chauffer une soupe, j'ouvrais la fenêtre et j'écoutais le bruit régulier des vagues. Je pensais à Paul, bien sûr, mais il n'était plus une absence. Il était devenu un murmure calme, un souffle, comme s'il habitait la mer. Parfois, je recevais des lettres de Lise, de vraies lettres, avec des timbres. Elle me racontait ses études, ses rêves, ses colères d'adolescente. Elle signait toujours. Pour mamie Jeanne, qui m'a appris que le courage peut être silencieux. Je les gardais toutes dans une boîte de métal, à côté de celle de Paul. 2 générations de voix qui, sans se connaître, parlaient la même langue, celle de la vérité tranquille. Un jour de juillet, Marc m'a téléphoné. Sa voix tremblait. « Maman, je suis à Saint-Malo pour le travail. Si tu veux, je peux passer 1 heure. » J'ai hésité. Puis j'ai répondu. « Oui, viens. » 1 heure, c'est bien. Quand il est arrivé, j'ai eu l'impression de voir un autre homme. Le costume trop grand, les cernes, la fatigue dans le regard. Il a regardé la mer longuement avant de parler. « Tu as l'air bien, ici. » Je le suis. Claire est partie. Elle a dit qu'elle en avait marre de tout ça. Peut être qu'elle avait raison. Je n'ai pas su quoi dire. Il a baissé la tête. Je voulais m'excuser, maman. Pour tout. J'ai posé ma main sur la sienne. Je t'ai déjà pardonné, Marc. Mais le pardon n'est pas un retour. C'est juste un apaisement. Il a hoché la tête, les yeux humides. Nous avons bu un café sans parler du passé. Quand il est reparti, il m'a embrassé sur le front. C'était maladroit, mais sincère. Je savais qu'il ne reviendrait pas souvent. Et c'était très bien ainsi. Il m'avait rendu à moi-même sans le vouloir. L'été s'est étiré en douceur. J'ai repeint les volets en bleu clair. J'ai appris à jardiner. Le soir, je notais le bruit de la mer comme d'autres notent la météo. C'était mon baromètre intérieur. Si les vagues étaient calmes, je l'étais aussi.
Je ne parlais presque plus de l'histoire. Les blessures, à force de silence, s'étaient transformées en paysages. Je ne les niais pas. Je les traversais. Un soir, en rangeant mes carnets, j'ai trouvé la lettre de Paul, celle où il écrivait « Ce que tu écriras deviendra ta justice ». Je l'ai relue à la lumière du crépuscule, et j'ai souri. Il avait raison. Ce carnet, mes gestes, ma vie ici, tout cela était devenu ma justice douce, ma réponse à la trahison. Un matin d'automne, Lise est venue passer le week-end. Elle a marché sur la plage avec moi, en tenant mes doigts ridés dans sa main. « Tu ne t'ennuies pas » m'a-t-elle demandé. Non. On ne s'ennuie pas quand on a enfin du temps pour être vrai. Elle a ri, puis elle a pris une photo de nous, dos à la mer. Pour que, cette fois, personne ne t'efface du cadre. J'ai senti les larmes monter, mais je ne les ai pas laissées couler. Je voulais qu'elle garde de moi cette image. Droite, calme, libre. Le soir, avant de dormir, je me suis approchée de la fenêtre. La mer était sombre, les vagues lentes. J'ai ouvert mon carnet et écrit « Octobre. Je n'attends plus de Noël. J'attends seulement le matin. Ce n'est pas une revanche. C'est une renaissance. La mer est grise aujourd'hui. Une de ces journées où l'horizon se confond avec le ciel, où le monde entier semble suspendu entre deux respirations. J'aime ce genre de matin. Tout paraît simple, essentiel. Les drames passés deviennent des ombres légères, qu'on apprend enfin à apprivoiser. Je suis assise sur le banc du jardin, enveloppée dans mon vieux châle. Devant moi, les vagues montent et se retirent, inlassables, comme la vie elle-même. Sur mes genoux, le carnet vert, désormais terminé. Les pages sont pleines de colère d'abord, puis de lucidité, et enfin, de paix. Je le feuillette lentement. Chaque phrase, chaque date, chaque mot m'apparaît comme la preuve silencieuse de mon existence. Une existence qu'on a voulu réduire, mais que j'ai sauvée par l'écriture. Je repense souvent à ce Noël-là, celui du toast à la famille actuelle. Il m'a fallu presque 2 ans pour en comprendre toute la portée. Ce soir-là, en une phrase, Marc m'avait effacé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans cet effacement se cachait ma délivrance. Car il faut parfois être rayé du portrait pour commencer à respirer en dehors du cadre. Je n'en veux plus à personne. Le ressentiment est une chaîne qu'on finit par serrer soi-même. Et moi, j'ai assez porté. Claire, sans le savoir, m'a appris la méfiance lucide. Marc, malgré lui, m'a forcé à redevenir adulte. Et moi, j'ai appris à être seule, ce qui, à mon âge, est une forme rare de victoire. Dans le village, on me connaît désormais comme Jeanne du bord de mer. Je vis lentement, à mon rythme. Le matin, je marche sur la digue. L'après-midi, j'écris à la bibliothèque. Je lis pour des enfants, parfois. Des histoires où les héroïnes ne se vengent pas. Elles se redressent. Les enfants écoutent en silence. Un jour, une petite fille m'a demandé « Madame Jeanne, pourquoi les gens méchants finissent-ils toujours par tomber ?» J'ai souri, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter avant le vide. Elle a réfléchi longtemps, puis elle a noté la phrase sur son cahier. Je crois qu'elle la retiendra. Moi aussi, je l'aurais voulu, à son âge. Il m'arrive encore de penser à Marc, pas avec amertume, mais avec cette tendresse résiduelle qu'on garde pour les enfants perdus dans leur propre orgueil. Il m'envoie, de temps en temps, des messages sobres. « J'espère que tu vas bien. » Je réponds simplement « Oui, je vais bien. » Aucun reproche, aucun retour sur le passé. Nous avons trouvé un langage nouveau, celui du peu, du nécessaire. C'est mieux ainsi. Lise, elle, vient souvent. Elle m'aide à jardiner, m'apporte des livres, me parle de ses études. Je sens dans sa voix une maturité que je n'avais pas à son âge. Un jour, elle m'a dit « Tu sais, mamie, papa a gardé ta lettre dans son bureau. Il la relit souvent. » Je n'ai rien répondu. Mais en la voyant sourire, j'ai compris que la transmission avait fait son œuvre. La vérité voyage mieux que le mensonge. Le soir, quand je ferme les volets, j'allume une bougie sur la table. C'est une habitude de Paul. Il disait toujours « Tant qu'il y a une flamme dans la maison, il y a un peu de vie qui résiste au froid. » Alors je garde cette flamme, minuscule mais fidèle. Elle éclaire mes carnets, mes souvenirs, mes rides. Je n'en ai plus honte. Les rides,
Ce sont des paragraphes écrits à la surface de la peau. Elles racontent ce qu'on n'a jamais osé dire à voix haute. Je relis parfois les premières pages de mon carnet. Les phrases tremblent, les mots sont serrés, presque douloureux. Puis, au fil des pages, l'écriture se détend, s'éclaire. C'est une histoire entière, celle d'une femme qu'on a voulu taire et qui, au lieu de crier, a écrit. Je repense à toutes celles que j'ai croisées dans ma vie, ces femmes qu'on qualifie de fortes parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Des mères, des veuves, des oubliées, des silencieuses. Je voudrais leur dire, ne laissez jamais quiconque redéfinir vos limites sous prétexte de vous aimer. Ne croyez pas que le calme soit une faiblesse. Le silence n'est pas une capitulation. C'est une tenue. Un matin, à la bibliothèque, Solange m'a demandé si j'allais publier mes carnets. J'ai ri doucement. Non, Solange, ils ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être tenus. Elle a insisté. Mais c'est une histoire qui pourrait aider d'autres femmes. Je lui ai répondu. Peut être. Mais la vraie transmission, c'est ce qu'on vit, pas ce qu'on raconte. Elle a hoché la tête, en silence. Elle savait que j'avais raison. J'ai songé pourtant, en rentrant, que être un jour Lise les lirait, qu'elle y trouverait autre chose qu'un récit de douleur, qu'elle comprendrait que la justice, parfois, ne se rend pas au tribunal, elle se rend dans le cœur d'une femme qui ne cède plus. La nuit tombe. Je ferme le carnet vert pour la dernière fois. Je le range dans le tiroir, à côté de la lettre de Paul et des dessins de Lise. Tout est à sa place. La vie aussi. Je regarde la mer. Les vagues avancent et se retirent, inlassables, comme les années. Je pense à tout ce que j'ai perdu, à tout ce que j'ai regagné. Je n'ai plus peur de l'oubli. Je sais que, quelque part, quelqu'un se souviendra de cette femme qui n'a pas crié, mais qui a tenu bon. Je murmure, pour moi seule, comme une conclusion. Je n'ai pas eu besoin de me venger. J'ai eu besoin de me retrouver. Et j'y suis parvenue, sans éclat, sans haine, dans le calme de mes gestes exacts. Je lève les yeux vers le ciel. Les nuages s'écartent un instant. Une étoile perce la brume. Je la regarde longtemps, comme on regarde un souvenir qui ne fait plus mal. Puis je souffle la bougie, et dans le noir apaisé, je prononce ces mots, les derniers de mon histoire, mais les premiers de ma paix. Le silence peut aussi être une forme de justice.